chinois et le pouvoir, c'est une grande histoire. Et souvent, on entend toujours les mêmes choses, les mêmes clichés. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu derrière tout ça, de voir ce qui se cache vraiment. La réalité, vous allez voir, est bien plus complexe et surprenante qu'on ne l'imagine. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, attention, on y va avec une phrase qui frappe. En 1903, un penseur chinois très connu, Liang Qichao, a écrit ça. C'est dur, hein? Mais il faut bien comprendre son intention. Son but, c'était pas du tout d'insulter les Chinois, non. C'était plutôt comme un coup de poing sur la table, un électrochoc pour dire « Hé, réveillez-vous, il faut qu'on agisse ». Donc, cette image d'un peuple soumis, est-ce que c'est vraiment ça la Chine? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose, une histoire cachée, bien plus riche, pleine de gens qui ont résisté, qui ont débattu? Eh bien, c'est exactement la question qu'on va se poser tout au long de cette analyse. Ok, mais on pourrait se dire, pourquoi on parle de ça en fait? En quoi ça nous concerne? C'est une bonne question. La chercheuse Han Chang nous donne une piste super intéressante. Elle parle de mondialisation de la violence extrême. Ça a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est simple. Que ce soit le terrorisme, le climat, aujourd'hui tous les grands problèmes sont mondiaux. Et la Chine, avec son poids énorme, eh bien elle est forcément au centre du jeu. Donc comprendre ce qui se passe là-bas, c'est une manière de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, tout simplement. Alors, pour bien comprendre d'où vient ce cliché du mouton, il faut faire un petit voyage dans le temps. On va aller voir comment nous, en Europe, on a regardé la Chine. Et tout ça, ça commence avec un philosophe que tout le monde connaît, au moins de nom. On est au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, et on a Montesquieu. C'est lui qui va utiliser un mot qui va rester, le despotisme. Pour lui, la Chine, c'est ça. Le despotisme, qu'est-ce que c'est? C'est un régime où une seule personne a absolument tout le pouvoir. Et les gens n'obéissent pas parce qu'ils sont d'accord, mais juste parce qu'ils ont peur. C'est vraiment l'idée d'un pouvoir basé sur la crainte. Et justement, pour Montesquieu, le contraire du despotisme, c'est un système où le pouvoir est équilibré. Il dit qu'il y a trois grands pouvoirs. D'abord, le législatif, c'est celui qui crée les lois. Ensuite, l'exécutif, celui qui les applique. Et enfin, le judiciaire, celui qui juge si les lois sont respectées. Son idée, qui est à la base de nos démocraties, c'est que pour éviter la tyrannie, il ne faut jamais que ces trois pouvoirs soient détenus par la même personne. Et pour lui, en Chine, tout était consensé. C'était ça le problème. Bon, il faut être honnête, Montesquieu n'avait pas complètement tort. Dans la pensée chinoise classique, il y a bien cette idée d'un pouvoir moniste. Ça veut dire quoi moniste? Ça veut dire un seul. Le pouvoir vient d'une seule source, comme le soleil dans le ciel. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, attention, ce n'est pas parce que le pouvoir vient d'un seul endroit que tout le monde est d'accord et se tait. Loin de là. En fait, c'est même tout le contraire. Il existe en Chine une tradition hyper ancienne et super importante de critique du pouvoir. Une vraie culture de la résistance, de l'intérieur, face à ce pouvoir absolu. Et cette histoire, elle n'est pas finie. Elle continue aujourd'hui. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut distinguer deux grandes manières de s'opposer. D'un côté, on a ce qu'on appelle la remontrance. C'est une tradition très ancienne. En gros, les conseillers de l'empereur avaient le devoir, oui, le devoir, de lui dire quand il faisait une erreur. C'était une critique loyale. Et de l'autre côté, on a la dissidence. Là, on ne critique pas une décision, on critique le système tout entier. Et aujourd'hui alors? Eh bien, cette lutte continue, même avec la surveillance de dingue, les caméras partout, le contrôle sur Internet. Il y a encore des intellectuels, des artistes, des citoyens qui osent critiquer le système depuis l'intérieur. Ils prennent des risques énormes, ils risquent leur liberté. C'est ce que raconte très bien le livre Penser en résistance. Et parfois, cette volonté de tout contrôler de la part de l'État mène à une violence extrême. Pour comprendre ça, on va prendre un exemple tragique, celui des Ouïghours. On va voir comment une logique simpliste et terrible est mise en place par le pouvoir. Voilà le raisonnement étape par étape. Première étape, on prend un groupe de personnes, une ethnie, les Ouïghours. Et on dit Ouïghours égale musulmans. On réduit tout un peuple à une seule religion. Deuxième étape, et c'est là que ça devient extrêmement dangereux, on fait un amalgame. On dit musulman égale terroriste. On colle une étiquette terrible sur toute une communauté religieuse. Et la conclusion de ce raisonnement est glaciale. C'est avec cette logique complètement folle que l'État justifie d'enfermer des gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais simplement pour ce qu'ils sont, pour leur identité. Bon, après ce passage un peu dur, on va changer de sujet et parler de quelque chose de surprenant. Comment les idées occidentales de liberté sont-elles arrivées jusqu'en Chine? Eh bien, la route n'a pas été directe du tout. Elles ont fait un détour complètement inattendu par le Japon. Alors, il faut imaginer la scène. On est à la fin du 19e siècle. Le Japon est en pleine transformation, il se modernise à une vitesse folle. Et en 1895, c'est le drame pour la Chine, elle perd une guerre contre le Japon.
Une humiliation terrible. Pour les penseurs chinois, c'est un électrochoc. Ils se disent mais comment ils ont fait? Quel est leur secret? Et du coup, beaucoup partent en exil au Japon pour essayer de comprendre. Et là, il se passe un truc de fou. Des mots qu'on utilise tout le temps en politique, comme république ou monarchie, n'existaient pas comme ça en chinois. Ce sont les Japonais qui ont inventé ces mots en piochant dans les anciens caractères chinois. Et le plus dingue, c'est que la Chine a ensuite importé ces mots créés par les Japonais pour pouvoir penser sa propre politique moderne. C'est incroyable, non? Mais attention, ces nouvelles idées venues d'Europe via le Japon, elles n'arrivent pas sur un terrain vide. Pour qu'elles soient comprises, pour qu'elles prennent, les penseurs chinois ont cherché des ponts, des échos dans leur propre culture. Et ils ont retrouvé un concept super ancien, mais incroyablement puissant. Ce concept, c'est le Minben. Et ça ne date pas d'hier, hein. Ça vient d'un philosophe, Mencius, qui vivait au IVe siècle avant notre ère. L'idée est à la fois simple et magnifique. Min, ça veut dire le peuple. Ben, la racine. Donc Minben, c'est l'idée que le peuple est la racine de l'État. Et c'est comme pour un arbre. Si la racine est malade, l'arbre tout entier finit par tomber. Et ce qui est génial, c'est que c'est même visible dans l'écriture. Le caractère chinois pour la racine, ben, c'est celui de l'arbre, mais avec une petite barre horizontale en bas. C'est comme un trait de stabilo pour dire attention, c'est ça le plus important, la base. L'idée est vraiment inscrite au cœur même de la langue. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la critique de l'intérieur, le détour par le Japon, cette vieille idée du peuple comme racine, revenons à notre question du début, ce fameux troupeau de moutons. Est-ce que cette image tient encore la route? Bon, je pense qu'on est d'accord, la réponse est non, carrément non. Derrière ce qu'on perçoit parfois comme un grand silence, il y a une réalité qui bouillonne. Il y a des juristes qui se battent pour que la Constitution soit respectée, des profs qui essayent d'écrire une histoire qui ne soit pas juste celle du parti, et puis des millions de citoyens ordinaires qui, au quotidien, essayent de se créer un petit espace pour vivre plus librement. En fin de compte, ce qu'on apprend en se penchant sur la Chine, sans cliché, c'est quelque chose de fondamental. Cette envie de justice, cette recherche d'un pouvoir qui ne soit pas absolu, ce ne sont pas des inventions occidentales, c'est une aspiration humaine tout simplement. Une quête qu'on retrouve partout. Et du coup, s'intéresser à cette lutte là-bas, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes, à nos propres sociétés. Ça nous rappelle une chose essentielle, la liberté, ce n'est jamais gagné une bonne fois pour toutes. Et je voudrais finir là-dessus avec une question. Et si, finalement, la meilleure façon de comprendre et de défendre nos propres libertés, c'était justement de commencer par questionner les clichés qu'on a sur les autres? Ça mérite d'y réfléchir, non?